Bienvenue sur Vecteur d'avenir, votre rendez-vous pour parler innovation et transformation. À travers l'analyse d'experts, l'équipe de la formation pro de Grenoble INP UGA vous propose un regard scientifique sur les défis industriels pour faire évoluer les entreprises, les modes de pensée et les processus, un sujet à la fois. Nous sommes en 2026. 7 limites planétaires sur 9 sont aujourd'hui dépassées. On parle de réchauffement climatique, d'effondrement de la biodiversité, de l'acidification des océans. Et nous pourrions parler de cette liste qui s'allonge pendant des heures, tandis que la fenêtre pour agir se referme. Mais l'histoire que l'on va vous raconter aujourd'hui n'est pas seulement une histoire écologique. Un grand nombre d'entreprises françaises s'engagent aujourd'hui dans des démarches plus vertueuses. Elles veulent réduire leur impact, faire moins pire et font preuve de beaucoup de bonne volonté vis-à-vis de ce besoin de changement. Mais malgré cela, une idée persiste. La soutenabilité rimerait avec des marges en baisse, un retour sur investissement qui s'effondre et une perte de compétitivité. Et si nous vous disions pourtant qu'être compétitif et soutenable, c'est possible? La soutenabilité, qui allie sobriété, régénération et création de valeur partagée, et la robustesse, la capacité à résister aux perturbations grâce à des solutions innovantes et collaboratives, deviennent des leviers de compétitivité et de rentabilité pour les entreprises. Pour en parler, nous avons la chance de recevoir un invité un peu particulier. Christian Bruer est cofondateur de Mobion, le seul concepteur français de scooters électriques pensé pour la réparabilité et la durabilité. Mais s'il est avec nous aujourd'hui, c'est aussi à un autre titre. Christian est le parrain de notre nouveau certificat Robustesse et Soutenabilité, ou ROSO, porté par la formation pro de Grenoble INP UGA. Une formation continue qui forme celles et ceux qui souhaitent, dès demain, mettre en œuvre des modèles vertueux dans leur propre organisation. Alors bonjour Christian. Bonjour Alexandra. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. Comme je te l'ai cité en introduction, Mobion, l'entreprise que vous avez cofondée, est un vrai cas d'école pour analyser un modèle d'affaires qui emploie des méthodes de conception à la fois robustes et soutenables. Je vous ai présenté par votre titre principal, mais il me semble que vous avez également d'autres casquettes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'ai compris depuis longtemps que, en fait, c'était une transition économique auquel, on faisait face. En fait, on est soumis à des limites, et j'ai eu la chance d'assister, à une conférence de Philippe Biwix et il disait: Si on comparait le monde à une pomme et qu'on était les vers, on comprendrait beaucoup plus vite qu'au bout d'un moment, il y aura plus de pommes». Et je pense que cette vision-là, de la réalité, elle est trop peu comprise. C'est qu'on n'a pas aujourd'hui de solution pour aller chercher, l'énergie ou les matières premières, ailleurs que sur la croûte terrestre et qu'aujourd'hui on a déjà exploité, les meilleures, ressources, les meilleurs, minerais, les meilleurs, gisements et qu'aujourd'hui pour les extraire, il faut plus d'énergie, et donc évidemment ça ne pourra pas continuer comme ça. C'est pour ça que je prône depuis, maintenant plus de 10 ans, l'idée que pour faire un business rentable et pérenne, il ne faut plus vendre le bien d'équipement, mais vendre l'usage et aller vers, une économie servicielle. Et nous avons développé une démarche qui permet de le faire, avec Mobion, qu'on a appelé la pérennité programmée circulaire, qui est un modèle, d'affaires, ou en tout cas la démarche vers un modèle d'affaires, d'économie de fonctionnalité et de coopération ou d'économie servicielle. En tout cas, l'idée, c'est de ne plus vendre le bien d'équipement, mais vendre le service qui permet d'utiliser ce bien d'équipement et surtout de le faire durer beaucoup plus longtemps. Parce qu'évidemment, quand, on ne conçoit plus un bien d'équipement pour le vendre comme bien d'équipement, on n'est pas contraint par les mêmes, règles que quand on le conçoit pour l'exploiter dans la durée, parce qu'évidemment, plus on va le faire durer longtemps et meilleure sera la rentabilité, du modèle. Donc, aujourd'hui, je me suis investi, auprès de cette association qu'on appelle l'Association pour la pérennité programmée circulaire. Je suis également engagé auprès de l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Je fais partie du conseil d'administration du collectif des startups industrielles parce que je pense qu'on doit repenser notre industrie pour qu'elle aille, vers des modèles circulaires, de circularité forte. Je suis très présent au C3D, j'interviens dans des conférences, du mouvement Impact France, ou de la CEC, de la Convention des entreprises pour le climat. Enfin bref, je consacre une partie de mon temps, à faire, bouger ces lignes
qui permettent de changer les choses. Et le combat que je mène actuellement, c'est celui de la comptabilité, parce que notre comptabilité actuelle analyse les flux. C'est une comptabilité en fait de l'économie linéaire. Et quand on ne vend plus ces biens d'équipement, on ne doit pas les comptabiliser de la même manière. On ne doit plus analyser l'obsolescence des biens d'équipement, mais leur durabilité, parce que c'est la durabilité qui va faire la rentabilité de l'entreprise qui la gère, et non plus le renouvellement des biens d'équipement. Je donne aussi des interventions dans des écoles d'ingénieurs, parce que je pense que c'est important que les ingénieurs repensent la conception en pensant au coût total de la possession, et pas une conception design to cost que je combats tous les jours. Vous parliez précédemment d'un grand combat. Est-ce que c'est pour cela que vous parrainez le certificat robustesse et soutenabilité? Quand on m'a appelé pour me proposer de m'intéresser à ce sujet, bah, le ROSO veut dire robustesse et soutenabilité. Je veux dire, le message est clair, et pour moi, il est évident. Ce qu'on a démontré avec Mobion, c'est qu'effectivement, c'est cette robustesse qui permet la durabilité, et la soutenabilité, elle est aussi synonyme de souveraineté et de cohésion sociale, parce que on parle pas seulement de soutenabilité environnementale, mais on parle aussi de soutenabilité sur un plan social. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un vrai problème. Nos territoires sont en crise, et on peut pas continuer à avancer sans penser cette soutenabilité. Il va falloir qu'on pense l'environnement, parce que sans environnement, il n'y a pas de social, et sans social, il n'y a pas d'économie. Donc il faut remettre les choses dans l'ordre, et donc c'est en ça que j'ai trouvé que Roseau était parfaitement aligné avec les objectifs que je me suis fixés à titre personnel, et avec les organisations que j'aide à avancer. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur vous, je vous propose qu'on joue à un petit jeu. Je vais vous donner des affirmations et ce sera à vous de me dire si elles sont vraies ou fausses. Première affirmation, un produit conçu pour durer coûte forcément plus cher à l'achat. Oui, c'est tout à fait juste. C'est une très bonne remarque. Un produit qui a été conçu pour durer va coûter plus cher si vous cherchez à vendre le bien d'équipement. C'est-à-dire, si vous cherchez à vendre le produit, comme vous aurez dépensé plus parce que vous aurez choisi des composants plus robustes, que vous aurez mis des systèmes démontables pour le rendre réparable, remanufacturable, reconditionnable. Oui, il va coûter plus cher le CAPEX initial, le coût de l'investissement initial est plus fort. Cependant, si vous ne vendez plus le bien d'équipement, mais que vous en vendez l'usage, alors il va devenir beaucoup moins cher, parce que ce caractère modulaire et démontable permettra d'amortir par composants, et du coup, en passant d'amortissement court terme, qui est ce que j'appelle l'économie du maillon faible, vous passerez à une économie du maillon fort, c'est-à-dire une économie de la durabilité, où finalement, comme vous aurez amorti les composants sur des durées beaucoup plus longues, et vous le verrez dans une nomenclature robuste, les composants qui coûtent le plus cher sont aussi ceux qui durent le plus longtemps. Donc, par conséquent, votre coût de revient industriel sera beaucoup plus bas que vos concurrents, même low cost. Et si on pose la question juste, est-ce qu'un produit qui est durable coûte plus cher à la fabrication? La réponse est oui. Mais si on le vend à l'usage et qu'on utilise tous les dispositifs de la pérennité programmée circulaire, donc on applique cette méthode Roseau, eh bien là, on arrive à être plus compétitif. Bon, cela répond un peu à ma deuxième affirmation, mais est-ce que vous pensez que la soutenabilité, c'est bon pour l'image, mais compliqué pour les marges? Non, ça c'est quand on n'applique pas la soutenabilité forte. Quand on regarde sur le long terme, travailler sur sa soutenabilité, c'est travailler sur sa survie et son développement. Donc, encore une fois, ça dépend comment on pose la question. Si on pose la question au trimestre, oui, ça coûte plus cher de fabriquer des produits plus durables, de faire attention à sa manière de ne pas polluer, ou de gérer l'eau, ou de gérer la biodiversité. Mais c'est aussi une condition de survie et de soutenabilité de l'organisation dans la durée. Donc, en fait, il faut poser le débat avec cette notion du temps
et c'est très important de reprendre ce rapport au temps, avec, la vente de biens d'équipement. On a analysé, les entreprises au trimestre et donc, on a des plans, vraiment sur le court terme, alors qu'il faut, repenser, l'économie sur le long terme. Et en sachant tout cela, voici ma troisième affirmation. Peut-on dire que les modèles d'affaires tournés économie circulaire ne permettent pas aux entreprises de rester assez compétitives face à des entreprises étrangères? Si je prends l'exemple, d'un moteur, Mobion que je connais bien puisque c'est un moteur, pour lequel j'ai participé à la conception. En fait, quand on regarde la nomenclature d'un moteur Mobion, 93 de la nomenclature, donc ce qu'on appelle la BOM, la Bill of Material, en fait, 93 de sa valeur, on peut la réemployer sur des délais supérieurs à 20 ans. Ce qui veut dire que si je l'amortis sur 20 ans, évidemment, mon coût de revient industriel est très bas. Alors que mon concurrent chinois fait un moteur qui coûte peut-être, on va dire 40 moins cher que moi et donc, au bout de quelques années, comme il est collé, il y a de la résine qui n'a pas été pensée pour être réparée, bah, du coup, l'utilisateur va être obligé de le remplacer. Donc de racheter de nouveau un moteur, donc de racheter du cuivre, de l'aluminium, de l'acier pour refaire un moteur. Mais qui connaît le prix, de l'aluminium, de l'acier et du cuivre, dans quelques années et dans quelques décennies? Aujourd'hui, on sait déjà qu'on n'aura plus de cuivre. Donc, protéger, ces matières premières et les penser, durables dans un esprit de compétitivité, c'est pour moi absolument essentiel. Donc, si on pense dans la durée, on arrive à être plus compétitif au moment où je vous parle, on arrive avec nos moteurs et nos scooters à avoir des prix inférieurs à nos concurrents chinois et donc, à avoir, des avantages, pour, gagner des marchés. Mais ça nécessite de faire l'ensemble de la démarche, c'est-à-dire une conception démontable, une vente à l'usage, une supply chain circulaire locale et une gestion par composant. Qu'on appelle les 4 piliers de la pérennité programmée circulaire, ce que je vais enseigner au sein, de Roseau. Est-ce que cela veut dire que l'économie circulaire, c'est essentiellement du recyclage? Ah bah non, moi je dis souvent que le recyclage, c'est un aveu d'échec à la conception. Si vous recyclez, vous perdez la mise en forme de la matière. Donc vous perdez toutes les énergies grises qui ont mis en forme cette matière. Donc le recyclage, ça ne peut pas être la solution, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais en plus de ça, le recyclage, ça valide ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire l'économie linéaire. On se dit: «Ah oui, mais on va recycler, donc il y a pas de problème». Mais si, il y a un problème parce que d'abord, on le voit bien dans l'industrie économique, quand on essaye de recycler dans l'industrie automobile, pardon, quand on essaye de recycler l'acier, on s'aperçoit qu'on récupère des aciers qui sont de mauvaise qualité. Et pourquoi? Parce que quand on les a broyés, on a broyé du cuivre avec, qu'on a du mal à séparer le cuivre du reste et que, par conséquent, on fait perdre à l'acier ses propriétés de structure. Donc on ne peut pas le réutiliser dans l'industrie automobile. Donc on marche sur la tête. On dit que le recyclage, c'est bien, mais en réalité, on sait bien que quand on recycle qu'une toute petite partie des matières premières et la plupart du temps, on les recycle avec, des très mauvaises caractéristiques parce que comme on a mélangé les matières premières, en fait, on a beaucoup de mal à les recycler correctement et ça coûte très cher de le faire. Donc, le recyclage n'est pas la solution. D'ailleurs, le recyclage, c'est le 7e pilier de l'économie circulaire et je dis souvent, c'est son déchet. C'est le déchet de l'économie circulaire. Mais on doit éviter le recyclage. Le recyclage, c'est la dernière étape. C'est celle qui coûte le plus cher, c'est pas celle qui rapporte de l'argent, hein, très clairement. Donc, non, le recyclage n'est pas la bonne solution pour l'économie circulaire. Enfin, et ce sera ma dernière affirmation, est-ce que l'économie circulaire, c'est aussi l'affaire des grandes entreprises? En fait, pour moi, les grandes entreprises et notamment les grandes entreprises de services comme la SNCF, Enedis, RTE, EDF, la RATP, Gaz de France, enfin GRDF aujourd'hui. Toutes ces entreprises sont des entreprises qui ne vendent pas de biens d'équipement. Elles vendent des services, elles vendent, des énergies, elles les acheminent et donc Heu, leurs, infrastructures sont, des infrastructures qui ont été faites à partir de matières premières, des métaux beaucoup, parce que, ben, le cuivre, on en parlait tout à l'heure, l'aluminium, l'acier.
les rails, de la SNCF. En fait, ces matières premières, elles sont pérennes. Ce sont, des poussières d'étoiles, comme dit, Isabelle Delannoy. Elles sont plus immobilisables que la terre elle-même. Aujourd'hui, la comptabilité obsolète en montrant qu'au bout d'un certain temps, elles ne valent plus rien. Mais c'est faux. En fait, ces grandes entreprises, non seulement elles les exploitent sur des durées très longues, elles les entretiennent. Mais quand on parle du génie civil, par exemple, quand on a fait un trou pour passer un train, on n'a jamais besoin de retirer la roche, qu'on a enlevée pour, faire le trou. On a besoin d'entretenir le tunnel, mais l'énergie qui a servi, à faire ce génie civil pour passer des câbles ou des véhicules, ben, on n'aura jamais plus à le refaire. Donc, il faut immobiliser cette valeur. Comme, les matières premières, on doit immobiliser la valeur de ces matières premières et la dissocier de la mise en forme de la matière première qui, elle, effectivement, va devoir être refaite. Mais la matière première, une fois qu'elle a été extraite, si on la conçoit correctement pour sa réversibilité, pour pouvoir la réemployer intégralement, eh bien, du coup, cette valeur, elle reste pérenne et on devrait la voir dans les comptes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, oui, les grandes entreprises et notamment les grandes entreprises de services ont tout intérêt à repenser leur modèle parce que finalement, leurs travaux passés a toujours de la valeur aujourd'hui et on peut, grâce à ça, en faire des actifs qui leur permettent de se financer et qui leur permettra d'être beaucoup plus compétitives que les entreprises qui consomment, de l'énergie et qui vendent des biens d'équipement et qui, du coup, n'en gardant pas la propriété, ne peuvent pas les immobiliser. Chez Mobion, vous fabriquez aujourd'hui des scooters électriques qui sont réellement pensés pour la durabilité. Mais pour des PME qui n'ont pas forcément des fonds en R&D très extensibles ou alors dont le modèle d'affaires doit être complètement repensé, est-ce qu'elles peuvent s'engager également dans cette démarche de soutenabilité forte? Comment est-ce qu'elles peuvent l'envisager? Est-ce que vous avez des exemples aussi dans votre passé ou dans la manière dont vous avez construit Mobion? De toute façon, pour des raisons, évidentes de transversalité, en fait, comme je disais tout à l'heure, on ne touche pas seulement à la conception ou à la gestion ou à l'industrialisation ou au traitement des déchets ou, à la contractualisation. En fait, c'est un travail, systémique, symbiotique, global et donc, il est question de transversalité. Donc on va devoir faire coopérer les équipes. On peut plus travailler, dans son couloir de nage, polluer l'eau de la piscine et pas s'apercevoir que ça a pollué, les autres couloirs de nage. Évidemment, on est dépendant de ce que font les petits camarades à côté et de l'impact que ça aura sur, son activité et mon activité en tant que concepteur, elle a de l'impact sur celui qui fait la gestion. Donc il faut que toutes ces PME et ces ETI ou ces grands groupes qui veulent pivoter le fassent en connaissance de cause. Ils vont être obligés de coopérer et de créer de nouvelles entreprises. Parce que, en fait, le métier va être différent. On devient gestionnaire d'actifs. Donc, on est obligé, pour des raisons assurantielles, fiscales, comptables, on est obligé de créer une nouvelle entreprise qui va être finalement euh, une nouvelle, manière d'opérer la valeur qu'on crée avec l'entreprise historique. Donc on va créer une entreprise qui va aligner ses intérêts de gestionnaire d'actifs avec les autres, morceaux de l'activité. Donc en fait, on va créer un écosystème d'entreprises qu'on va faire soit en interne, soit en partenariat avec d'autres sociétés, mais de toute façon, ça va se faire par un travail de coopération. Donc l'exemple que, je peux donner avec Mobion, c'est celui-là, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin de créer d'autres boîtes et que ces autres boîtes allaient devoir coopérer avec, d'autres entreprises du territoire. Alors ça peut être des centres de formation, des écoles de production, des ESAT, entreprises adaptées, chantiers d'insertion, entreprises d'insertion. On va vite comprendre que de toute façon, réindustrialiser, ça va demander de distribuer cette réindustrialisation et donc de coopérer avec énormément d'acteurs. Parce que finalement, on ne va pas faire, cette transition économique tout seul. On va la faire avec son territoire, en coopérant. Ça, c'est une évidence. On le voit, hein, les entreprises, qui sont en mouvement aujourd'hui, elles coopèrent.
elles créent des SIC, des coopératives, elles changent de modèle parce que, le modèle actuel ne permet pas cet alignement d'intérêts. Là, il faut aligner les intérêts pour que, justement, on nage tous dans la même piscine et qu'on n'ait plus ces couloirs de nage, qu'on voit bien ce qui se passe, qu'on casse les silos, en fait. On voit ce qui se passe à côté et on voit l'impact de nos actions au quotidien sur le travail de nos collègues. Donc, c'est un changement de paradigme profond. Vous avez parlé du coup tout au long de cet entretien de beaucoup de réalisations que vous avez faites, de leçons de vie finalement, sur le monde, sur votre environnement. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu comment ce cheminement s'est fait? Soit quel a été votre déclic pour vous dire ah bah voilà, ça y est, on va créer des scooters électriques mais qui sont pensés 100% pour la réparabilité. Ouais, en fait, c'est une décision, purement économique. Il y avait rien d'écologique là-dedans. En fait, on avait, décidé, avec un de mes associés historiques qui s'appelle François Wettling, on avait décidé de créer un garage de motos et de scooters électriques et donc, comme on était parmi les premiers en France à l'époque et il y avait très peu, de réparateurs. Il y avait pas beaucoup de revendeurs parce qu'on était quasiment les premiers et donc, très vite, les gens qui sont intéressés d'abord, ils ont été bloqués par le prix parce que ça coûtait 2 à 3 fois plus cher, ce qui est moins vrai aujourd'hui parce que les prix ont beaucoup baissé, et puis, surtout, il y avait pas de réparateur. Donc, en fait, on était bloqués par, notre innovation parce que le fait qu'on soit les premiers, bah, oui, évidemment, il y avait pas les infrastructures pour, gérer, ces véhicules. Donc, nos clients potentiels nous ont dit: «Bah, ça m'intéresse, mais je vais pas le faire parce que c'est trop risqué». Et donc on a décidé de prendre le risque nous-mêmes et donc de devenir loueur. Et à l'époque, on parlait pas d'économie de la fonctionnalité de la coopération. On était là, on a du stock, heu, on ne vend pas nos équipements, donc on va essayer de les louer. Et la location a tout de suite marché. Et puis quand on les a mis, en location, on s'est vite rendu compte que, en fait, la conception de ces véhicules, qui avait été pensée en design to cost, en fait, pour nous, loueurs, c'était pas très rentable parce que, cette obsolescence programmée était notre ennemi. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée de pérennité programmée, puis ensuite de pérennité programmée circulaire, parce que on s'est rendu compte que si on voulait avoir une rentabilité avec nos véhicules, il fallait qu'ils durent longtemps, donc qu'ils soient robustes, qu'ils soient faciles à démonter, qu'ils soient modulaires, faciles à mettre à jour, parce que, l'évolution technologique existe même si, on réinvente pas la roue tous les ans. En fait, on a découvert que l'évolution technologique dans la nomenclature, c'est à peine 0,7 par an d'un produit. Et curieusement, quand on regarde des produits très, installés, hein, comme, tous les produits de notre quotidien, l'électroménager, les véhicules, en fait, l'évolution technologique, elle est pas sur l'ensemble des composants. Elle est que sur une toute petite partie, les 0,7 dont je parlais tout à l'heure. Et donc modulaire, ça permet de pouvoir les mettre à jour. Si vous faites ça et que, vous faites ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous amortissez les composants parce que vous les avez rendus très robustes et vous allez pouvoir les réemployer, eh bien, en fait, vous diminuez votre coût de revient industriel. Si je fais durer mon bien d'équipement, que je l'exploite dans la durée parce que je ne l'ai pas vendu, il va durer plus longtemps, donc mon coût de revient industriel va être plus bas, donc mon retour sur investissement, mon ROI, là je parle vraiment avec les mêmes, termes que l'économie linéaire, il sera bien meilleur. Et donc, il faut voir la matière première et les composants comme en fait la source du ROI et plus l'argent, parce que l'argent n'est qu'une traduction de la valeur. La valeur, là, on peut la mettre dans les matières premières. Et c'est ces matières premières, parce que les entreprises qui ne les vendent plus les conservent et les font durer, qu'elles vont être beaucoup plus rentables que leurs concurrentes qui les vendent et qui donc du coup n'ont aucune maîtrise sur l'avenir. Tout à l'heure, on a dit que tout ça, ça impliquait également de coordonner à la fois des fournisseurs, des techniciens, des financeurs et puis surtout aussi vos clients. Est-ce que ça a été difficile de convaincre tout le monde? Alors oui, ça a été difficile et on était un peu en avance de phase, hein. Il faut comprendre que la première société a été créée en 2012, le premier garage en 2014.
la société de location en 2015, on est à plus de 10 ans déjà, hein. À l'époque, quand en 2016, on va voir, des fabricants qu'on leur dit: «On veut faire démontable, modulaire», qu'on veut rajouter des composants, on est dans le dogme, du design to cost. Nos fournisseurs potentiels de l'époque nous disent, «Non mais ça va pas être rentable votre truc, puis volumes sont tout petits, on va pas travailler pour vous». Curieusement, c'est des, fournisseurs chinois qui nous ont suivis, hein. Alors ils nous ont fait payer, hein, mais c'est pas grave parce qu'au final, ce qu'on cherchait, c'était la durabilité, pas le fait de rapatrier, la fabrication, en France. Alors on l'a fait, hein. Alors ça a été compliqué, on a même, eu des échecs puisque, il y a une partie des sociétés qui avaient été créées pour ça, qui ont été liquidées parce qu'on n'a pas réussi à les pérenniser. Mais le modèle, lui et Mobion, a réussi à survivre à tous ces soubresauts. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a une très grosse évolution. On voit que les grands constructeurs, Renault notamment, est en train de penser avec, The Future is Not All et la Refactory à Flins est en train de repenser ses modèles. Donc on voit bien qu'il y a il y a des changements. On n'a pas trouvé toutes les solutions. Nous, on a juste démontré qu'il est possible d'associer conception, contractualisation, supply chain circulaire et comptabilité par composant et d'en faire un modèle qui est plus compétitif que le modèle chinois. Aujourd'hui d'ailleurs, Mobion Signe, c'est parce que nos produits sont durables qu'ils sont moins chers. C'est parce qu'on fait circulaire qu'on est moins cher. Et donc ce modèle, il nécessite vraisemblablement beaucoup de compétences, donc à la fois des compétences liées au monde des affaires, mais également des compétences plus techniques, plus typées ingénieur. Il faut penser en coût total de la possession, savoir concevoir pour la durabilité, piloter un écosystème. Ce sont des choses que le certificat robustesse et soutenabilité semble proposer. Étant le parent de ce certificat, selon vous, à qui ces compétences vont s'adresser? Comment cette formation, elle peut répondre à un manque réel sur le terrain? Aujourd'hui, on voit bien que, les questions de business model sont très peu adressées par le monde académique. En fait, les chefs d'entreprise, les cadres de ces entreprises, les entrepreneurs en général, ont besoin d'avoir, les clés de lecture pour ces nouveaux modèles. Mais aussi, vous l'avez dit, en fait, tous les métiers vont avoir besoin de se former pour comprendre le métier d'à côté et comprendre les interactions avec le métier d'à côté. Donc finalement, cette formation, elle s'adresse évidemment, aux entrepreneurs et aux cadres des entreprises, mais aussi aux spécialistes qui vont devoir venir chercher de nouvelles compétences dans des domaines qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire, il faut vraiment, regarder au-delà de sa spécialité et s'intéresser aux autres spécialités pour être meilleur dans la sienne, parce que les interactions sont éminemment importante. Et c'est en ça que j'ai accepté de parrainer cette formation Roseau, parce que justement, elle s'ouvre à la transversalité et elle permet à des spécialistes de devenir plus érudits dans d'autres domaines que leur spécialité. C'est ça, c'est cette ouverture qui va permettre, l'avènement de ces nouveaux modèles d'affaires. Nous arrivons à la fin de notre entretien, mais avant de se laisser, j'ai juste une dernière petite question. Si vous deviez laisser une seule phrase à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qu'il soit dirigeant, ingénieur ou tout simplement quelqu'un qui cherche un sens à ce qu'il fait, qu'est-ce que vous lui diriez? Ah mais c'est un truc très personnel, mais je peux vous le partager. Je le partage souvent d'ailleurs, dans mes conférences. Depuis que je suis petit, en tout cas adolescent, mon grand-père me dit, enfin il me disait parce que malheureusement il est parti, il disait, «Le présent est un cadeau» et d'ailleurs les 2 mots sont synonymes. En fait, il y a aucun moment dans la vie qui doit être perdu, parce que le passé, il est passé, l'avenir, il n'est pas encore là. Et finalement, la meilleure façon, de garantir d'avoir un joli, passé, c'est de prendre soin de son présent parce que si on a bien utilisé son présent, on aura un joli passé et puis probablement, si on a fait des choses qui ont du sens, on aura un meilleur futur. Alors, j'en ai pas la certitude, mais en tout cas, c'est le meilleur pari que je puisse proposer, à tous les gens qui nous écoutent.
Encore un grand merci à Christian Breuer pour son intervention, ainsi qu'à vous, chers auditeurs et auditrices. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast si ce dernier vous a plu. Et si le certificat Roseau ou notre offre de formation vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur notre site formation-pro.grenoble-inp.fr. À bientôt!